Monsieur Besson. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Eh bien, je m'appelle Bernard Besson, je suis auteur d'ouvrages sur l'intelligence économique, je suis également formateur, j'enseigne cette matière dans des écoles, des universités, en France et à l'étranger. Et par ailleurs, j'ai créé une structure qui s'appelle Bernard Besson Consulting, qui conduit des audits d'intelligence économique dans les entreprises. D'accord. Et justement, à propos de Bernard Besson Consulting, vous l'avez créé à quel moment, à quelle occasion? Je l'ai créé il y a presque 2 ans, lorsque j'ai quitté la fonction publique, tout simplement parce que atteint par la limite d'âge. D'accord. Donc vous êtes l'auteur des tests 1000 de l'intelligence économique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, les tests 1000, ce sont des instruments qui permettent à une entreprise de s'évaluer elle-même par rapport à un certain nombre d'actions, d'aptitudes qui relèvent de l'intelligence économique. Pourquoi 1000? Parce qu'une entreprise qui obtient 500 points à ce test-là peut dire qu'elle dispose d'une intelligence économique. Donc il s'agit d'un outil qui est une introduction à l'audit d'intelligence économique qui doit normalement suivre cet audit, cet autodiagnostic. D'accord. Donc justement, à propos d'autodiagnostic, il y a quelques jours, le ministère de l'économie, donc en collaboration avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, en fait, donne la possibilité, même incite les entreprises et a fortiori les PME, donc de réaliser un autodiagnostic. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant si après, derrière, il n'y a pas justement les conseils de savoir comment expliquer cet autodiagnostic à l'entrepreneur finalement? Alors d'abord, je salue l'initiative de Bercy, et notamment du service d'intelligence économique qui est dirigé par M. Frédéric Lacave, parce que cet autodiagnostic de Bercy est encore un éclairage de plus qui va dans le bon sens. Après, une fois que l'entreprise a rempli ce genre d'outils d'autodiagnostic, bien entendu, il lui appartient d'envisager une suite. Et c'est là qu'interviennent à la fois les professionnels de l'intelligence économique qui sont sur le marché privé de l'intelligence économique, mais les entreprises peuvent se tourner aussi vers les administrations, notamment celles des dépendants de Bercy. Je pense aux fameuses directs, qui sont des directions régionales, et puis également auprès des administrations pour solliciter éventuellement des conseils, des rencontres. Donc ces outils sont une entrée en matière tout à fait intéressante. D'accord. Et donc justement, en fait, pour les PME, en fait, à l'heure où l'Europe est vraiment frappée de plein fouet par la crise, en quoi justement l'intelligence économique peut aider les PME françaises à s'en sortir mieux que leurs concurrentes finalement? Alors, les PME françaises sont des PME européennes. Et vous avez raison de dire que c'est l'ensemble de l'Europe qui est frappée par la crise, qui est une crise sur laquelle on peut épiloguer longtemps, mais qui en gros résulte d'une perte de compétitivité, d'une désindustrialisation du continent européen. Ce continent est un continent pauvre, qui n'a pas de matières premières, il y a essentiellement du granit et l'hiver de la neige. Donc pour nous sortir de cette crise, il va falloir rebondir et il va falloir innover. Il va falloir créer, repenser des modèles économiques, parce que celui que nous avons connu est en train de se transformer, et en partie d'ailleurs, il est en train de disparaître. Donc il faudra faire concourir ensemble toutes les intelligences collectives de toutes les PME européennes, françaises, allemandes, suédoises et autres, bien entendu. D'accord. Et donc justement, est-ce que, à votre avis, il peut exister, même est-ce qu'il doit exister justement une intelligence économique européenne, bien plus que Absolument. nationale? D'abord, l'intelligence économique française, c'est une intelligence économique européenne. C'est un morceau de l'intelligence économique européenne. Et on peut parfaitement imaginer que l'Europe se dote d'un programme d'intelligence économique européen en désignant un leader, que ce soit peut-être un ministre européen de l'intelligence économique, qui encouragera chaque pays à développer son propre système, mais l'Europe disposera également, dans cette hypothèse, d'une coordination qui permettra de faire travailler ensemble les intelligences économiques françaises, belges, luxembourgeoises, allemandes, italiennes et d'autres. D'accord. Et justement, précisément sur le cas de la France, en fait, notre pays est souvent montré du doigt comme, je dirais, le dernier de la classe des pays européens en matière d'intelligence économique. Est-ce que vous partagez cette opinion-là? Et si c'est le cas, en fait, comment expliquer ce retard pris par la France en matière d'IE?
Alors je dirais que notre pays est en mesure de conceptualiser l'intelligence économique. Il dispose de théoriciens brillants, que d'ailleurs les autres viennent lire ou écouter, mais il est vrai qu'au plan des pratiques et de la mise en œuvre, ce sont bien souvent d'autres nations qui s'inspirent de ce que nous conceptualisons en France. Je pense notamment aux Allemands, aux Suédois, qui m'arrive de rencontrer, qui disent nous aimons bien venir en France pour écouter les Français qui ont souvent les idées claires sur l'intelligence économique, mais qui ne pratiquent pas ce qu'ils préconisent. Or nous allons pratiquer ce que les Français nous ont si bien décrit. Il est exact que la France, c'est un problème culturel, c'est un problème qui vient de notre passé, n'a pas encore compris que l'information de qualité coûtait plus cher que l'information de mauvaise qualité. Le français croit généralement que l'information est gratuite, que ce n'est pas sérieux, mais nous sommes de plus en plus une exception culturelle. Cette capacité à relier des informations ensemble, ça va expliquer un certain nombre de choses. Par exemple, les agences de notation que nous critiquons volontiers sont des systèmes d'intelligence économique capables d'analyser des informations de toute nature. Ce sont des systèmes pluridisciplinaires que nous, Français, savons parfaitement décrire en théorie, mais que nous sommes malheureusement incapables de mettre en œuvre. Eh bien, d'autres les mettent en œuvre. D'accord. Et justement, est-ce que la France pourrait s'inspirer, je dirais, d'un pays modèle, d'un pays type en matière d'intelligence économique? Alors, il y a plusieurs pays types, plusieurs modèles d'intelligence économique. Moi, si je devais citer un pays européen peut-être plus que d'autres, je citerais la Suède, parce que la Suède a été précurseur. La Suède a su s'inspirer de concepts venus d'ailleurs et de personnes, je pense à Stefan Dediger, qui ont marqué ce pays. Et puis en plus, la Suède a su mutualiser avec d'autres pays européens, je pense au Danemark, à la Finlande, un système de global alliance, de market intelligence, d'intelligence compétitive tout à fait remarquable. Je voulais revenir aussi avec vous, donc vous êtes romancier, outre votre métier de consultant, donc votre dernier livre c'est Groenland, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, alors Groenland, que j'ai publié donc chez Odile Jacob, raconte un autre aspect des choses que je n'enseigne pas dans mes cours, que je décris simplement, qui est la guerre économique. Et Groenland parle des enjeux géostratégiques nés du réchauffement climatique autour de cette île-continent. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les États reviennent dans le jeu, que ce qui est important, c'est la connaissance, notamment la connaissance des véritables raisons du réchauffement climatique, mais aussi la connaissance des futures routes maritimes qui vont se dégager après le dégel de l'océan Arctique et de la banquise, et puis aussi des accords qui passent un peu inaperçus peut-être à nos oreilles françaises, mais qui font par exemple que des pays comme la Russie et la Norvège vont s'allier après avoir pendant 50 ans, après s'être disputés pendant longtemps au sujet des matières premières qui se trouvent sous les couches géologiques de l'océan Arctique, eh bien, autour de ce réchauffement climatique, il y a des enjeux que je décris dans Groenland qui relèvent cette fois-ci de la guerre économique. Comme auparavant, j'avais écrit Main basse sur l'Occident, qui expliquait 3 ans avant comment la Chine allait faire son marché en Europe pour racheter des entreprises le jour où elles seraient intéressantes et où on pourrait les acheter à bas prix. J'expliquais également, dans Main basse sur l'Occident, comment les Chinois allaient remettre de l'ordre dans la politique culturelle française et éventuellement envisager de payer les retraites de nos fonctionnaires à la place de nos États en crise. C'était un peu précurseur, bien entendu. Ce que je souhaite, c'est que l'Europe se sorte le plus vite possible de cette crise et que la France, c'est-à-dire mon pays, prenne conscience que l'information, la connaissance et le partage de l'information seront une manière de garder nos emplois et d'éviter d'en perdre. Et puis peut-être de créer de nouvelles entreprises, de nouveaux modèles économiques. Voilà ce que je souhaite, moi, pour 2012.